Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel bien tardif de décembre. Vous m'excuserez de la date, fin janvier, pour la simple et bonne raison que j'ai eu des partiels pendant tout ce mois et que je n'ai du coup pas eu le temps ni de filmer, ni de monter quelconque vidéo. À l'instant vient d'être posté le podcast, donc il sera en barre d'infos. Je m'apprête tout juste à vous parler de ce que j'ai consommé en décembre au niveau culturel. Ça date un petit peu, donc veuillez m'excuser pour le manque de précision quant à certains contenus. Dernière chose pour laquelle je m'excuse, c'est la luminosité. Nous sommes fin janvier, à peu près à 17 h, un petit peu avant, et je suis déjà obligée d'allumer mes lumières pour que vous me voyiez un tant soit peu. Je vais commencer tout de suite avant qu'il ne fasse nuit noire, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je commence tout de suite avec un livre que j'ai pu écouter grâce à NetGalley, qui est Inheritance Game. J'en ai donc parlé dans mes lectures marquantes de cette année. En soi, ça n'a pas été un ouvrage extrêmement marquant, mais j'ai été très étonnée du fait qu'il me plaise. Dans Inheritance Game, on va retrouver une jeune fille qui est héritière, sans qu'elle ne sache forcément pourquoi, parce qu'elle n'a pas de famille qui soit bien pourvue. Du moins, elle n'a aucune connaissance d'un parent qui est fortuné, surtout qu'elle vient d'une famille très déséquilibrée. Elle finit héritière et elle doit déménager dans un autre pays. Et elle va rencontrer toute une famille où elle va être obligée de rester pendant 1 an dans la maison de cette famille afin d'avoir tout son héritage sans savoir si elle en est capable, sans savoir si elle le veut vraiment. Elle va du coup devoir rester dans cette maison et elle va essayer de découvrir tous les secrets qui s'y cachent. C'était prenant, ça m'a tenu en haleine tout du long et je vous conseille la version audio. J'ai hâte d'écouter le deuxième volet. Je vous en donnerai des nouvelles si j'en ai l'opportunité. J'ai lu, là encore grâce à NetGalley, une bande dessinée qui était vraiment sur la thématique Noël parce que c'était l'adaptation de Un chant de Noël de Dickens, de Munuera. C'est l'adaptation avec Scrooge qui est le personnage féminin. Donc le chant de Noël, si vous ne connaissez pas ce conte, mais j'en doute, c'est l'histoire de Scrooge qui est quelqu'un d'acariâtre et de misanthrope, qui est atteint par ces 3 démons du passé, du présent et du futur et qui lui raconte ce à quoi il est voué s'il continue sur cette voie de méchanceté avec ses prochains, notamment parce que c'est quelqu'un de très fortuné qui ne donne aucune reconnaissance à son personnel. En tout cas, les dessins sont très beaux, mais il me semble que c'était Mimsley qui avait dit elle-même qu'elle trouvait pas d'intérêt quant au fait que ça soit adapté avec Scrooge en femme. C'est vrai que il n'y a pas de valeur ajoutée. Si ce n'est peut-être surfer sur l'espèce de hype du fait de mettre un personnage féminin maintenant. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est surtout les dessins qui étaient très beaux. J'ai lu, oh là là, quel bonheur. Merci encore une fois les éditions L'Iconoclaste de faire paraître l'excellence. J'ai lu Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa, une pépite. La collection Proche a sorti dans ses premiers ouvrages Des Diables et des Saints, que je vous conseille, notamment parce que dans cette édition, forcément, le prix est moins cher et qu'en plus ça n'enlève pas la qualité du texte évidemment et que la couverture est tout aussi jolie que la grande. On va suivre des adolescents dans les années 70 je dirais et qui sont gardés sous le joug de la pensée religieuse. Le père qui les dirige, il y en a un qui a un talent au fur et à mesure qu'il développe pour le piano. Il vient d'une famille qui était plutôt aisée, sauf que ses parents sont décédés dans un accident et que lui a survécu et qu'il n'a pas quelqu'un qui puisse le garder sur le testament. Donc il est obligé d'aller dans ce pensionnat qui est horrible. Il va devoir survivre et c'est grâce à l'alliance entre tous ces garçons avec des jeux de faux semblants, avec des trahisons, qu'ils vont essayer de survivre les uns et les autres pour surpasser le joug dont ils sont victimes. Je vous le conseille, c'est extrêmement poétique, j'en ai parlé dans mes livres préférés de l'année 2022, donc la vidéo précédente normalement. Encore une fois, c'est un bouquin que je vous conseille parce que c'est sublimement écrit,
que le début et la fin se font appel, que c'est de la poésie du début à la fin, ça happe complètement. Il me semble pas que ça soit quelque chose qui vous intéresse plus amplement que ça, mais j'ai lu L'industrie culturelle au XXIe siècle, qui était un livre pour mon mémoire. Ça va revenir sur toute l'idée de culture élitiste et culture novatrice, on va dire aussi des contemporains et des surréalistes, et qu'au final les deux sont intrinsèquement liés parce que là où il y a un canon de beauté initial, s'en recrée un autre qui deviendra le nouveau canon de beauté qui va là encore porter sur les futurs canons de beauté, etc., etc., et que c'est une chaîne qui ne fait que se renouveler et que se ressembler au fur et à mesure. Je sais pas si je suis très claire. C'est très verbeux, j'ai trouvé le début intéressant et en fait au bout d'un moment ça se répétait pendant tout du long. Ça essaie de mettre des références de partout sans que ça soit forcément clair. Donc non, j'ai pas été transcendée, même si ça me servira sûrement. Le seul truc qui peut être retenu dedans, c'est qu'il y a un parallèle avec la société de consommation et de l'art comme étant un produit, dans la pop culture notamment, et l'art, l'œuvre d'art en soi qu'on porte au nu. Donc ça peut être intéressant dans l'aspect de mon mémoire. Je verrai comment je peux l'introduire dans mon écrit. Ensuite, j'ai lu la pièce de Tchekhov qui s'appelle Trois sœurs. Ici, on va suivre trois sœurs qui se ressemblent toutes un peu et il y a comme une sorte de drame sur cette famille, notamment avec tout un monde des convenances du mariage. L'écriture de Tchekhov était sublime, j'ai trouvé qu'il y avait du rythme dans l'action, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pièces de théâtre, et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de sarcasme, même pour un drame. Tchekhov, c'est un auteur qui est quand même reconnu et surreconnu. Je vais essayer de voir si je peux vous trouver un résumé, mais c'est pas une pièce sur laquelle je vais me pencher plus amplement parce que elle est relativement courte. Les membres de la famille Pozorov, composés de trois sœurs, Masha, Olga et Irina, et de leur frère Andrei, partagent une demeure provinciale dans la campagne profonde de Russie. Andrei est lui-même marié à Natasha. La pièce débute par la fête d'Irina, un an après la mort de leur père, marquant la fin du deuil et le début, croit-on, d'une nouvelle vie. La petite ville de province, près de laquelle se trouve la demeure, accueille un régiment qui vient d'arriver. La famille des Pozorov s'avère dominée par l'ennui et n'est rythmée que par les visites d'officiers venus de la garnison voisine, et devenus peu à peu comme des membres de cette famille, atteintes du mal de vivre. Un rêve habite cependant les trois sœurs, retournées à Moscou, la ville de leur enfance heureuse. Pas de héros, peu d'action. Cette pièce va être l'encontre du schéma classique en mettant en scène des personnages extrêmement humains qui voient leur vie peu à peu s'étioler avec le désespoir de n'avoir rien construit, rien entrepris. Entre conversations absurdes et grands débats philosophiques, entre mariage raté et désespoir amoureux, Tchekhov aborde dans Les Trois Sœurs les thèmes du temps qui passe et détruit les rêves, de l'importance du travail et de l'autonomie, de l'ennui et de l'amour. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est une pièce qui représente des personnages extrêmement humains, extrêmement terre-à-terre, avec des situations relativement terre-à-terre pour l'époque, et pour autant c'est haletant. C'est ce désespoir qui jonche la pièce un petit peu à tout endroit, de toutes parts, et j'ai adoré l'écriture. L'écriture sert totalement son intrigue, et encore une fois, c'est une pièce que je vous recommande malgré sa petitesse. C'est peut-être justement un point positif pour vous qui fera que vous aurez plus de simplicité à vous lancer. Ensuite, Hypericon, on va suivre dans cette bande dessinée une jeune fille qui arrive à Berlin pour réaliser sa thèse. Et elle va rencontrer une sorte de skinhead qui vit dans un squat. Elle va tomber totalement amoureuse de lui dans les nuits de Berlin. Elle est archéologue. Elle va donc être tiraillée entre ce jeune homme, ses études, le besoin de réaliser sa thèse et d'avancer dans ses recherches, et cet amour qu'elle porte à Berlin, à l'amour qu'elle vit avec lui. Est-ce que c'est par habitude au fur et à mesure?
Est-ce qu'elle veut rester ici? Est-ce qu'elle veut repartir? Elle est totalement désemparée face au quotidien, face aux questionnements qu'elle rencontre dans sa vie. J'ai aimé. Cependant, j'ai trouvé que la fin était extrêmement décevante. Il y a quelque chose qui est proche de l'aquarelle, si ce n'est totalement de l'aquarelle. Et donc sur ce point, je vous recommande visuellement. Par contre, l'intrigue m'a peu plu. On va avoir un récit enchâssé entre les fouilles d'antan et les recherches de la jeune fille en même temps. Donc le parallèle peut être enrichissant si vous vous intéressez à l'archéologie. Cependant, c'est pas nécessairement mon cas. Je pense que j'étais pas forcément le public, même si la BD m'a plu. J'avoue que l'avoir eu grâce à Ngalam m'a un petit peu servi dans le sens où j'aurais été déçue de l'acheter par moi-même. Et une dernière BD que je n'avais pas lue depuis très longtemps, c'était ma mère qui les lisait quand j'étais petite. Et j'avais tendance à lui piquer quand elle avait le dos tourné, elle les empruntait à la bibliothèque, ils n'étaient plus disponibles à la bibliothèque et j'avais vraiment envie de me replonger dedans. J'ai lu le premier qui était Le Chat du Rabbin. C'est une série de BD très connue qui est encore parue à l'heure actuelle. Là, on va suivre la jeune fille d'un rabbin qui a un chat et le chat mange un perroquet. Il va se mettre à parler comme le perroquet pouvait le faire. C'est très drôle, c'est très simple et les BD sont très courtes, hein, c'est un format 30-40 pages. Vous l'avez lu en une demi-heure, même pas. Je pense que si vous le trouvez en bibliothèque, c'est vraiment quelque chose de plaisant qui fait bien passer le temps. La luminosité est en train de baisser à nouveau, donc je vais juste vous filmer cette première partie. J'essaierai de filmer la deuxième demain pour pouvoir vous donner une vidéo entière. Pour ce dimanche, nous sommes très peu de temps après pour vous. Pour moi, nous sommes le lendemain. Je m'apprête à vous faire la seconde partie de la vidéo du bilan culturel du mois de décembre. Et donc, je vais passer, il s'agira des films et des podcasts. J'ai vu Les Amandiers au cinéma. J'étais extrêmement réjouie à l'idée d'aller au cinéma parce que ça faisait un bail que je n'étais pas allée. Quelle fut ma déception. J'ai fait une revue sur Instagram tellement j'étais énervée après ce film, si bien que j'ai fait une crise d'angoisse qui m'a empêchée d'aller en cours à la suite. C'est-à-dire que c'est cringe au sens où Valeria Bruni Tedeschi, dont j'aime bien les films. Sincèrement, il n'y a aucun souci avec ces films. Mais là, va revenir sur les cours qu'elle a suivis lorsqu'elle était au Théâtre des Amandiers en banlieue parisienne. Elle va apprendre tout ce qui est du théâtre, tout ce qui est de la scène et de l'acting. Elle représente une promo, donc il y a effectivement toute une partie des recrutements qui est extrêmement intéressante et qui met en valeur aussi le fait que l'école soit gratuite, contrairement aux autres conservatoires et aux autres écoles d'acting qu'il y a sur Paris. Ça pourrait être quelque chose qui ressemble à une histoire d'amour et de désir que j'ai adoré. Cependant, ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'il va surtout s'agir de la protagoniste principale et du protagoniste principal, qui d'ailleurs a été mis en justice parce que il a eu des actes violents et sexuellement violents. C'était su sur le tournage. J'ai pas les mots. Ma critique, elle sera sûrement affichée ici. J'avais mis en story Instagram. Vous prenez tout l'archétype de l'homme violent, l'homme néfaste. Je vais pas dire pervers narcissique, parce que c'est un terme qui est trop employé. Mais vous m'avez comprise. Là, j'ai vu qu'il avait plein de prix, qu'il était partout dans les Césars. Faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que ça valide des biais qui sont vraiment très très mauvais et très néfastes aux spectateurs. Je suis quelqu'un qui est averti sur ça. Et j'ai été énervée pendant tout le long. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément conscience de ces choses-là, même si on voit que c'est une critique de la drogue, de cet univers-là, on a l'impression que l'univers du théâtre, c'est fumer, baiser, teaser, excusez-moi des termes, hein, se shooter et clamser. On a l'impression qu'aucun personnage ne peut avoir une relation saine dans ce film. Ça passe pas pour moi, ça passera pas. Même en re-regardant, ça sera un calvaire, donc c'est pas la peine. Sinon, j'ai voulu me détendre au milieu de tout ça, au milieu de mes révisions partielles, au milieu des amandiers. Je vais essayer de calmer ma voix
Parce que en commençant par ce film, je n'ai pas bien commencé du tout. J'ai regardé beaucoup de films de Noël, notamment qui étaient générés par Netflix. Je vais pas vous faire un article dessus. J'ai bien aimé celui qui est sorti avec Lindsay Lohan. Je me rappelle plus du titre, il y aura sûrement l'image à l'écran. Voilà, j'ai regardé des classiques et ça m'a fait du bien. Écoutez, ça m'a fait du bien. Moi, je suis un petit peu le Grinch, donc voilà. Puis on n'est plus du tout dans la période, donc ça va peut-être pas vous parler tout de suite. Sinon, j'ai vu Les Désaxés avec Marilyn Monroe, qui était un excellent film également. Au niveau autre film qui m'a plu, parce que j'en ai vu plusieurs, mais celui que je retiens et que j'avais manqué au cinéma malencontreusement, c'était Petite Nature. L'acteur en question est en lice pour un César et envoyez-lui tout le soutien qu'il faut. Ce gamin, c'est une pure merveille. C'est-à-dire qu'on va suivre un garçon qui est dans une famille qui est pas du tout stable. Il va rencontrer son professeur, il va se lier d'amitié avec lui. Il va avoir du mal à faire la distance, la juste distance entre l'amour paternel et cet amour de la part de l'enseignant. J'ai adoré ce film. J'ai adoré, c'était à la fois poignant, c'était beau et ça décrivait aussi toute la distance qu'un enfant n'est pas forcément capable de mettre à l'entrée dans l'adolescence. Je pense que tout a été dit dans ce film et avec une telle justesse, avec bien sûr des moments qui sont un petit peu prenants, un petit peu cringe si on veut, parce que on se dit c'est tellement réel. Un enfant peut avoir tellement de choses qui se passent dans son esprit au moment où il se forme, au moment où il commence à entrer dans la puberté. Sincèrement, c'est un film que je vous conseille. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est allez-y. Et que si vous avez l'opportunité de le voir sur une plateforme, quelle qu'elle soit, je vous encourage à le regarder et à envoyer beaucoup de force à cet acteur. J'ai regardé plusieurs séries. Il y a encore une fois cet esprit un petit peu zen et pour me détendre, je rêve d'être Carrie Bradshaw dans une autre vie et d'être Weewoos, Camille Vide sur les réseaux sociaux qui regarde Sex and the City tous les jours à peu près. C'est-à-dire que j'ai regardé la saison 4 à la saison 5 de Sex and the City avant qu'elle ne s'arrête sur Canal et j'ai manqué la saison 6 que je n'arrive pas à retrouver en streaming. S'il vous plaît, pour le bien de tous, pour mon bien, aidez-moi à trouver un streaming gratuit qui ne soit pas Amazon, qui puisse regarder Sex and the City. Quoi qu'il en soit, c'est une série que j'adore, que je regarde avec énormément de parcimonie, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas fini depuis très longtemps. Mais je retrouve tout ce que j'adorais en petit plaisir coupable quand je regardais Gossip Girl à l'entrée dans l'adolescence. Et ici, on suit Carrie Bradshaw qui est une quarantenaire à l'époque où j'ai regardé les saisons et qui a du mal à faire parce qu'elle est amoureuse d'un homme, mais qu'elle ne sait pas faire de choix, qu'elle est fan de mode et qu'elle dépense son argent dans des fringues. Avoir un petit peu de légèreté comme ça, eh bien ça fait du bien. Surtout quand on voit les annonces qui sont faites au niveau national et international. Voilà, j'adore me réjouir avec des contenus de ce type pour pouvoir échapper à la réalité parfois. Pas quelque chose que j'encourage, mais parfois ça fait du bien. Et ensuite, j'ai regardé, là encore, dans une idée de détente et la saison est totalement partie en vrille, la deuxième saison de White Lotus, dont j'avais regardé la première saison en novembre. Et j'ai moins aimé cette seconde saison, je trouve que ça n'avait un petit peu ni queue ni tête et qu'au bout du troisième épisode, j'étais totalement perdue. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai continué parce que j'aime l'esprit de White Lotus. C'est vrai que ça se désaxait par rapport au début. Je ne sais pas ce qu'annonce la saison 3 parce que ça change un petit peu de style, de registre, j'ai envie de dire. Ça passe un petit peu sur une série noire maintenant. C'est assez étrange en fait. Et pour rester dans cet esprit Noël, cet esprit fin d'année, j'ai regardé Esprit d'hiver, qui était une série Arte adaptée du roman de Laura Kashishke. On va suivre Audrey Fleurot, c'est une actrice que j'adore, qui se retrouve dans une maison dans les montagnes avec sa fille. Elles sont là-bas pour le soir de Noël. Son mari est allé chercher les beaux-parents d'Audrey Fleurot à l'aéroport.
et il se trouve qu'il y a une énorme tempête de neige et elle est coincée avec sa fille et elle se remémore un moment très important de sa vie, au moment où elle l'a adopté dans un autre pays où les droits n'étaient pas les mêmes au niveau de l'adoption. Et c'est pesant. Il y a de très mauvaises notes quand je regarde sur Sens Critique. Et pourtant, j'ai été happée par cette série. C'est une mini-série en 3 épisodes. C'est la moi du montage qui se rend compte qu'elle a oublié de vous parler d'une pièce de théâtre. À chaque Coupe du Monde, je me rends au théâtre pour m'extraire du monde et ne pas avoir affaire avec la foule et le bruit. Le théâtre permet ceci, qui est d'insonoriser tous les parasites extérieurs au niveau sonore. Je suis donc allée voir Françoise Parsagan à la Divine Comédie. C'est un seul en scène qui est passé dans diverses salles à Paris. J'ai beaucoup aimé, je suis fan de Sagan. Depuis que j'ai lu Bonjour Tristesse, qui est l'un de mes livres préférés, je suis tombée en amour avec sa plume, avec ses histoires. J'en ai relu une aussi pendant cet été et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'en ai acheté une à la suite et j'ai pris le livre dont est tiré le seul en scène donc que je suis allée voir. C'est beaucoup de pensées de Sagan qui sont tirées de ce texte. J'ai hâte de le lire afin de me mettre plus dans les yeux ce que j'ai vu. C'était donc un spectacle qui est d'après Françoise Sagan, qui a été réalisé par Caroline Leb et qui a été mis en scène par Alex Lutz. C'est jusqu'en avril, jusqu'au 24 avril précisément, et ça ne dure qu'1 heure. Je pense que vous pouvez vous caler ça dans votre emploi du temps, juste pour avoir le plaisir que de voir un texte de Sagan mis en scène. Ça peut vous permettre de connaître cette autrice d'une nouvelle manière, si vous l'aimez déjà, si vous ne la connaissez pas. Ça donne encore plus de résonance à la littérature et au fait d'être sur scène. Dernière chose, étant donné que j'ai parlé des séries, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé mercredi. J'ai essayé avec le premier épisode et vraiment j'ai pas du tout accroché. Peut-être que ça sera pour une prochaine fois. Je vous laisse avec la suite et je vous dis à bientôt dans le vlog qui sortira normalement la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, tout ce que je viens de référencer sera en barre d'infos. Je vous parle juste des 2 podcasts que j'ai écoutés, un petit peu dans la même vibe, tous les deux. Il y a Safe Place et il y a Chez nous. Safe Place, c'est le journal de Tess Bruel, précisément, qui parle de sa vie en règle générale. Si je reprends les titres d'épisodes, il y a les réseaux sociaux quand tu n'es pas influenceuse, la comparaison et toutes ses facettes, à quoi bon la fac, sortir d'un épisode de grosse flemme, fake it until you make it ou comment avoir confiance en soi, taking notes, j'ai peur d'oublier, ne pas hésiter à viser haut, les amitiés saines avec sa meilleure amie, trouver sa passion et dans ma healing area. Voilà tous les épisodes qui sont sortis à l'heure actuelle. C'est très chill, très sympa. C'est, comme elle le dit dans sa description, une étudiante lambda qui partage ses pensées sur des sujets tout aussi banals que profonds et pleins de sens. Safe Place Podcast est un endroit où tout le monde est accueilli à bras ouverts, juste pour blablater, apprendre et grandir ensemble. Vous avez aussi accès à son Insta dans la barre d'infos de son podcast. Et chez nous, c'est le même style. C'est un podcast de Océane Andrea qui fait aussi du contenu sur YouTube, à ce que j'ai compris. Elle fait plus du training et de la muscu, il me semble. Mais là, c'est vraiment un cocon. Elle a appelé le podcast Chez nous, justement pour être dans le confort de ses écouteurs, comme elle le dit au début de chaque épisode. Et c'est Chez nous avec Océane Andrea, le podcast pour se sentir à la maison, peu importe où, avec le confort de ses écouteurs. Le but, parler de sujets divers chaque semaine, grandir avec chaque épisode. Je crois que j'aurais pas pu l'expliquer aussi clairement. Elle a fait plusieurs épisodes, elle a parlé du fait de voyager, la génération réseaux sociaux également. La mode n'existe plus, trouver sa voie, trouver et construire sa routine. Et si je le faisais, je ne vois que mes défauts, toutes les bonnes choses ont une fin. À quoi bon être patient? Avec moi tout ou rien.
faites couler le mascara, etc., etc. Il y a beaucoup d'épisodes. Moi, c'est vraiment des podcasts qui me font hyper plaisir le matin, ça m'aide à me réveiller, à réfléchir aussi un petit peu sur le quotidien. Et c'est toujours des questionnements de vie simples, clairs, et qui sont assez cohérents avec les gens qui traversent le même âge, donc la vingtaine. N'hésitez pas à aller écouter ces deux podcasts. De toute façon, encore une fois, tous les contenus que j'ai évoqués seront en barre d'infos. Et puis nous, on peut enfin se dire qu'on se retrouve dans le bilan culturel du mois de janvier. N'hésitez pas à aimer, commenter, venir me parler sur Instagram en attendant. Et puis, on se retrouve très vite. Sur ce, ciao!